Un parti socialiste suisse face à de nombreux défis, la réforme des retraites en tête de liste. Un parti socialiste français en pleine crise, au cœur d'une campagne présidentielle qu'on pourrait qualifier de surréaliste. Les gauches suisses et françaises au cœur de l'actualité. C'est l'occasion de se pencher sur leur identité ce matin et leur avenir. Avec un ténor de la gauche suisse, le président du PS, Christian Levrat. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous jusqu'à 8h dans notre studio de Fribourg. Alors une fois n'est pas coutume, on ne va pas commencer à parler des socialistes suisses, mais des Français, si vous êtes d'accord. C'est les hasards de l'actualité. On vous avait invité ce matin et puis hier, évidemment, vous avez suivi ça. Monsieur Manuel Valls, ancien Premier ministre de la France, socialiste, qui a perdu les primaires face à Benoît Hamon et qui avait dit qu'il se rallierait au candidat vainqueur, n'a pas tenu parole. Il soutient Emmanuel Macron, candidat qu'on pourrait dire un peu illisible. Comment vous, le président du PS suisse, avez vécu ce que d'aucuns appellent une trahison? La une de Libération ce matin, on l'a sous les yeux, monsieur déloyal. Comment vous avez vécu cet événement politique, Christian Levrat? Écoutez, j'avais pas vu la une de Libération, mais pour moi, la loyauté et la fidélité sont des valeurs importantes. M. Valls s'était engagé sur l'honneur à soutenir le vainqueur de la primaire. Ce n'est pas lui qui a gagné. On aurait pu attendre qu'il respecte cet engagement, quoi qu'il pense par ailleurs des politiques défendues par Hamon. Et moi, je suis un peu surpris, un peu peiné aussi, pas tellement pour le Parti socialiste, mais pour l'image de la politique. Parce que ça donne cette impression qu'au final, chacun mène sa barque en fonction de ses intérêts propres, que les idées, les valeurs ont peu d'importance. Ça me paraît être un mauvais coup. Un mauvais coup, évidemment, dans le cadre de la politique française, mais aussi un mauvais coup pour l'image de la politique. Vous savez, il y a... Des politiques ou de la politique? Les deux. Les deux. Et je ne suis pas certain que les gens fassent vraiment la différence. Martine Aubry a considéré qui se ressemblent s'assemblent. On a affaire avec Macron et Valls à deux grands dignitaires de la Hollandie qui considèrent tout à coup qu'il représenterait une alternative au quinquennat de François Hollande. En même temps, je m'excuse, mais Macron, il a été conseiller personnel sur les questions économiques du président Hollande. Il a ensuite été ministre de l'économie. De sortir de cette législature puis de se soutenir ni de gauche ni de droite, c'est quand même un peu fort. Et dans le cas de Valls, je crois que Laurent Wauquiez, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes... Les Républicains Les Républicains, droitiers assumés, considèrent que la candidature de Macron, au final, sert à réunir tous les opportunistes de gauche et de droite. Je suis pas loin de partager son avis. Mais au fond, ce que vous nous dites, c'est que Valls, Fillon, même combat. Ils ne respectent pas leurs propres paroles et au fond, se découlent d'autant du peuple, du public, des citoyens qui du coup font de moins en moins confiance aux élites. Est-ce que Manuel Valls participe aussi de ce phénomène-là? Oui. Pour moi, c'est absolument clair, le fait de renier à ce point, ouvertement, sans aucune honte, la parole donnée, ça décrédibilise et la parole et l'action politique. Et au final, je crains que ce type de comportement fasse le lit de l'extrême droite. Un mot quand même. Oui, pardon, oui, je vous laisse terminer. Parce qu'à décrédibiliser tout engagement, quel qu'il soit, on finit par envoyer les gens dans des solutions de désespoir qui sont les solutions des extrêmes. Donc non, je suis honnêtement entre la colère et la déception ce matin. Je pense que ça n'a pas grand-chose à voir alors par contre avec le Parti socialiste. On a vu exactement les mêmes mouvements à droite, mais ça a beaucoup à voir avec la manière dont un certain nombre de politiciens en France conçoivent leur mandat. On a vraiment l'impression qu'il y a d'abord leur personne et ensuite l'intérêt de leurs électeurs et électrices. Ça n'a rien à voir avec le PS français, dites-vous quand même, une telle déloyauté pourrait être de nature à torpiller définitivement ce qui reste encore du PS français, non, Christian Levrat? Comment peut-il se relever de ça? Bon, le problème du PS en France, il est plus profond que Valls. C'est 5 ans de présidence Hollande où, à l'évidence, il n'a pas été possible, je dirais, de transmettre le sens des réformes qui ont été entreprises. Le bilan de Hollande est meilleur que ce qu'on en dit, mais il a absolument pas été possible et Hamon et ses amis frondeurs sont pas innocents dans cette affaire, c'est juste. Mais il n'a pas été possible d'expliquer le sens de ces réformes. Pour être clair, moi, la seule fois où j'ai entendu Hollande expliquer pourquoi il suivait une ligne social-démocrate assumée, c'était aux 150 ans du Parti social-démocrate allemand, à Leipzig.
Mais c'est au peuple français qu'il aurait dû expliquer le sens de ces réformes et pas à ses collègues socialistes ou sociodémocrates européens. Christian Levrat, comme président du PS Suisse depuis quelques années, de qui vous sentez-vous le plus proche en France parmi vos camarades? Hamon, j'ai l'impression qu'il ne vous convainc pas totalement. Son programme basé notamment sur le revenu de base universel. Est-ce que je me trompe? Vous savez bien que je faisais partie de ceux qui se sont opposés à ce revenu de base universel. Pour moi, ça pose un problème dans le rapport qu'on entretient avec le monde du travail. Je ne crois pas que la digitalisation de l'économie va entraîner la disparition de centaines de millions d'emplois. Je pense par contre qu'elle va entraîner la transformation de cet emploi. Et je pense qu'on doit tout faire pour que les salariés soient accompagnés au mieux dans ce processus de transformation. Chacun d'entre nous va faire 3, 4, 5 métiers différents au cours des prochaines années. Et cette gestion des transitions, notamment par le biais de l'assurance chômage, notamment par le biais des offres en matière de formation continue et de requalification, me paraît central. C'est pas le programme de Benoît Hamon, mais en même temps, c'est le leader que les socialistes français se sont choisis. Et moi, j'ai beaucoup de respect avec ceux qui sont peut-être pas d'accord avec tous les points de ce programme, mais qui défendent loyalement cette candidature. Et j'ai beaucoup moins de respect pour ceux qui trahissent la parole donnée. On l'a compris, vous nous l'avez exposé durant les précédentes minutes. Christian Levrat, président du PS. Ce qui s'est passé en France est assez intéressant. Les Républicains et le PS aussi, mais ils le faisaient depuis plusieurs années, sont passés par le biais de primaires pour désigner leurs candidats. À quoi servent ces consultations selon vous? D'aucuns ont dit qu'elles tuaient la démocratie, qu'au fond, les partis, via ces primaires, se déchargeaient en quelque sorte de leurs responsabilités. Est-ce qu'il faut voir les choses ainsi? Je pense qu'il faut être ouvert à cette évolution parce qu'elle correspond à quelque chose qui est vraisemblablement inéluctable et qui revient à considérer que les partis, ça n'est plus quelques dignitaires, quelques élus, quelques délégués qui décident au nom de l'ensemble de leurs membres, mais que les membres aujourd'hui, dans une démocratie moderne, avec des moyens d'information qui sont plus ceux qu'on avait il y a encore 20 ou 30 ans, que les membres veulent assumer une responsabilité plus directe, plus immédiate, qu'ils veulent faire les choix essentiels que le parti doit incarner. Et dans ce sens, moi, je ne remets pas en cause l'exercice des primaires. J'ai été surpris du résultat, notamment de la primaire à gauche. Honnêtement, je m'y attendais pas. Mais ça traduit une forme de critique de la base socialiste à l'égard du pouvoir tel qu'il a été exercé par Manuel Valls et François Hollande. Parce qu'en Suisse aussi, c'est ça qui est intéressant de vous amener sur ce terrain-là. Le Parti socialiste du canton des Grisons, petite section, organise sa première primaire en vue de l'élection au Conseil d'État dans une année. Que pensez-vous de cette initiative? Est-ce qu'elle est de nature à être poursuivie si elle se passe bien? Alors d'abord, je pense que c'est une très bonne idée de l'essayer sur le plan cantonal. C'est un des miracles du fédéralisme en Suisse, c'est que les cantons peuvent servir pour toute une série d'éléments politiques de laboratoire. Et c'est une très bonne chose que la section des Grisons ait organisé cette primaire. On suit très attentivement ce qui se passe. C'est une primaire qui est ouverte, ça constitue un certain risque. Elle est ouverte à toutes celles et ceux qui considèrent que le Parti socialiste doit occuper une place au gouvernement Grison. C'est certainement un moyen, alors d'abord, d'occuper le terrain, c'est évident, puisqu'on est à plus d'une année de l'élection et que la Suisse entière parle de cette expérience dans les Grisons. Il n'y a pas le risque justement d'occuper ce terrain au niveau médiatique et que ce soit, entre guillemets, le candidat le plus médiatique qui ressort de la primaire? C'est pas un des risques des primaires, ça? C'est ce qu'il faut suivre dans cette expérience-là. Maintenant, il se trouve que je connais personnellement les deux candidats. Ces deux candidats qui sont très ancrés à l'intérieur du parti. L'un est un ancien président du parti grisonnais, l'autre est chef du groupe au Grand Conseil. Donc on a affaire à des vraies personnalités du parti. Et puis dans un canton, dans les liens personnels jouent probablement plus de rôle que l'écho médiatique. Mais encore une fois, je pense qu'il faut être assez ouvert. C'est une expérience qui me paraît intéressante. Et le message qu'on donne, c'est d'ailleurs un peu le même que le message qu'on donne sur la votation générale en matière d'AVS. J'allais y venir. Oui. Mais le message qu'on donne, c'est de dire il vaut la peine d'être membre du PS. On prend nos membres au sérieux, on leur donne une part du pouvoir de décision. Tout n'est pas préparé dans les arrière-salles d'état-major. Mais il y a une discussion qui se fait de manière assez libre, assez décrispée, pour désigner les gens qui portent les couleurs du PS. Et là, vous faites allusion, Christian Levrat, et j'allais y venir à cette volonté du PS d'organiser un vote général sur la prévoyance 2020. Ce serait la 3e fois dans l'histoire du parti. Est-ce qu'il n'y a pas quand même derrière tout ça
Oui, un effet de mode, un vœu de transparence, de participatif. Vous venez de le dire, tout ça ne se passe pas dans les travées, dans les arrière-salles. Voyez, on vous donne à voir ce qu'on fait de manière transparente. Il n'y a pas un effet de mode derrière tout ça? Je ne sais pas si c'est un effet de mode. D'abord, c'est une assez vieille tradition au Parti socialiste. La première votation générale, elle a eu lieu en 1921 et il s'agissait de décider si le Parti socialiste suisse rejoignait ou pas l'internationale communiste. Par chance, ça a été refusé par nos membres, ce qui me paraît être un signe du bon sens de nos membres. La deuxième votation générale, c'était 1995, lors de la précédente révision de l'AVS. Et là aussi, nos membres avaient, à un peu plus de 65%, décidé de soutenir cette révision-là. Donc on s'inscrit dans une tradition, c'est vrai, je pense que ça correspond à l'ère du temps. Il est raisonnable de donner davantage de compétences aux membres du Parti socialiste, qui sont dans la plupart des cas tout aussi bien en mesure de juger du bien fondé d'une réforme que les délégués à un congrès ou à une assemblée. Et puis, dans le cas de l'AVS, ça correspond un peu à l'ADN du Parti socialiste. Vous ne prenez pas beaucoup de risques, vous êtes le parti de l'AVS, Christian Levrat. Oui, justement, et c'est pour ça qu'il faut que nos membres qui tiennent à cette AVS plus qu'à tout, puissent s'exprimer sur son développement. Vous savez, l'AVS, elle est née suite aux revendications de la grève générale 1918. Ensuite, elle a été portée, développée par les élus socialistes, notamment le conseiller fédéral Tchoudi, Ruud Dreyfus. Et aujourd'hui, c'est Alain Berset qui, au Parlement, est arrivé à avoir une réforme que nous considérons comme positive. Positive pour les jeunes, positive pour les femmes, malgré l'augmentation de l'âge de la retraite, et positive pour les retraités actuels, parce qu'elle consolide l'AVS, elle garantit que les rentes évolueront au futur, proportionnellement à l'évolution du pouvoir d'achat, ce fameux indice mix que la droite voulait remettre en cause pour des motifs financiers. Donc, de notre point de vue, on a une réforme qui est positive et qui mérite d'être soutenue. Malgré quelques couleuvres avalées, notamment l'âge de retraite des femmes. Bien sûr. Il se trouve qu'on est dans un Parlement qui a une majorité radicale UDC, même pour être précis. Donc, c'est beaucoup plus étroit que la droite au sens large. Mais malgré cette majorité, nous sommes parvenus à avoir une réforme qui, au final, de notre point de vue, permet de dresser un bilan positif. Et c'est ça qui est décisif. C'est quel est le bilan final qu'on tire de la réforme. Bien sûr, il y a des points qui nous plaisent. Il y a l'augmentation des rentes AVS, par exemple. Pour la première fois depuis 40 ans, on a une augmentation des rentes AVS. C'est quelque chose d'essentiel qui ouvre aussi la perspective d'une dynamique positive pour les réformes à venir. Si on admet que l'affaiblissement du deuxième pilier peut être compensé par une amélioration de l'AVS, c'est quelque chose qui profite massivement aux femmes, qui dépendent beaucoup de l'AVS, qui profite aux bas et moyens revenus, qui profite peut-être un peu moins aux cadres supérieurs, qui eux seront plus directement concernés par la baisse des rentes LPP et dont la réduction des rentes sera que partiellement compensée par l'AVS. Mais pour le gros de la population, pour les classes moyennes, pour les gens qui ont des petits revenus, pour les gens qui travaillent à temps partiel, et c'est aux 3/4 des femmes, c'est une réforme qui est positive et c'est pour ça qu'on se bat pour cette réforme. Mais en même temps, on pose la question à notre base en leur disant, écoutez, nous, notre analyse, elle est positive, voilà les motifs de cette analyse, exprimez-vous, dites-nous si vous partagez cette analyse-là et permettez-nous de mener une campagne cet automne qui risque d'être une campagne délicate, puisque le Parti radical, l'UDC, ont déjà annoncé qu'ils s'y opposeraient frontalement. Si c'est oui à cette réforme, ce sera une grande victoire pour, on va dire, le tandem Levrat-Berset que vous formez depuis quelques années. Vous êtes président du PS depuis 2008. Si c'est oui, ça va vous renforcer à continuer encore la présidence ou, le cas échéant, vous arrêtez sur un succès. Vous avez déjà ça en tête, Christian Levrat ? Ce que je vais faire à titre personnel est totalement égal. On est ici dans des questions qui dépassent complètement. Vous êtes la figure et l'image et vous donnez le ton du PS en Suisse aussi. Voilà, ça, je le fais au mieux de ma conscience et au mieux des intérêts de mes électeurs et électrices, mais au-delà de ça, il ne s'agit pas de moi, il s'agit de quelque chose de beaucoup plus important, il s'agit des retraites des Suisses et des Suisses. Vous avez décidé de votre avenir personnel? Ça me paraît décisif. Bon, je me suis mis à disposition pour une nouvelle législature, donc je vais mener le parti jusqu'en 2019, jusqu'aux élections de 2019, on décidera ensuite ce que nous entendons faire. Mais je ne sous-estimerai pas la période qui nous sépare de 2019, parce qu'on a maintenant une année, j'entendais votre correspondant parler de notre stratégie d'opposition constructive. C'est vous qui en avez parlé l'année passée. Oui, non, mais à raison, je pense à raison, et c'est exactement ce qu'on fait. On a une période qui est une période délicate. Il y a une majorité radicale UDC au Conseil fédéral, il y a une majorité radicale UDC au Conseil national, et malgré les difficultés du temps, on a réussi
en une année, avec cette stratégie très déterminée qui nous coûte beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, on a réussi à obtenir quelques résultats. La stratégie énergétique sur laquelle on vote en mai dernier est un des fruits de cette stratégie. La mise en œuvre de l'immigration de masse et le maintien des accords bilatéraux, c'est aussi un fruit de cette stratégie. La loi sur l'AVS, c'est un fruit de cette stratégie. La réforme 3 de l'imposition des entreprises, elle fait que le peuple nous donne la possibilité aujourd'hui de faire une nouvelle réforme plus intelligente que la précédente. C'est encore un fruit de cette stratégie-là. Et puis, quelque chose qu'on a oublié, c'est le projet d'ouverture généralisée, d'extension généralisée des horaires d'ouverture des magasins qu'on a réussi à stopper au Conseil des États parce que nous avions au préalable annoncé que nous lancerions un référendum. Donc, il y a aujourd'hui des fruits qui sont livrés par cette stratégie, mais c'est beaucoup trop tôt alors pour baisser les armes. On reste dans une situation qui est délicate. On reste dans une situation où, en fait, on a deux leviers principaux. Un, c'est le Conseil des États, avec une majorité qui est plus équilibrée que c'est le cas au Conseil national. Et puis, le deuxième levier, c'est la population, lorsque nous ne parvenons pas à faire entendre un minimum de raison aux chambres fédérales. C'est ce qu'on a fait avec la réforme 3 de l'imposition des entreprises. Donc une législature compliquée qui nous attend, beaucoup de travail, mais le PS est en bonne forme et il va continuer à mener son travail. En bonne forme, si l'on prend les chiffres, 2003 c'était 23%, 18% 2015, il y a une érosion quand même. Vous avez fait la liste de tout ce que vous avez réussi. En bonne forme, certes, cette érosion s'est stoppée, mais au fond, est-ce que vous arriverez à regagner des parts de marché, si l'on peut dire? Quelle est votre stratégie là? Bon, je pense que le PS est un parti de résultats et la liste que je vous fais montre que ce qui est prioritaire pour nous, c'est les résultats concrets que nous pouvons obtenir pour les citoyennes et citoyens de ce pays. Si je prends la révision de la loi sur l'énergie, ça va créer des dizaines de milliers d'emplois. Il faut encore qu'elle soit acceptée en mai, mais j'ai bon espoir qu'elle le soit. La mise en œuvre de l'initiative sur l'immigration de masse, c'est une priorité accordée aux chômeurs suisses ou résidents en Suisse dans la recherche d'un emploi. C'est une solution concrète. J'espère qu'elle va fonctionner. Elle fonctionne relativement bien à Genève. J'espère que ce sera la même chose au niveau suisse. Et puis sur l'AVS, on améliore le sort des gens. On a évité avec la réforme 3 de l'imposition des entreprises un hold-up sur la caisse fédérale. Donc la stratégie elle est claire. Oui. Partie de résultats avant les chiffres. C'est produire des résultats. Pas trop de théorie, mais des engagements déterminés, très ciblés, très disciplinés, dans les cas où on peut produire des résultats concrets. Alors, il nous reste 5 minutes pour aborder 2 sujets. On en avait prévu 3, mais on a parlé du PS, et c'est bien légitime. 2 sujets issus de la presse. Le Brexit, vous voyez qu'on commence avec un sujet facile, Christian Levrin. Le lent poison du Brexit, on en parlait hier avec Yves Nideguer. Commentaire publié dans Le Temps, Dominique Chauffat. Le processus de séparation entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne, ce processus va non seulement empoisonner durablement les relations entre Bruxelles et Londres, mais il va aussi peser sur l'avenir des 27. Oui, parce que ce Brexit va souligner encore un peu plus les divisions internes au sein de l'Union, avec des négociations financières notamment qui s'annoncent délicates. Mais surtout, ce débat va occulter un autre choix qui s'offre aux Européens et qui doit décider de leur avenir. Faut-il aller vers une Europe à plusieurs vitesses, sans compter que l'exemple britannique risque d'inspirer les membres les plus eurosceptiques. Bref, le Brexit promet de distiller durablement son poison au cœur de l'Europe. Bon, on va faire quelques réponses brèves. Vous êtes d'accord, Christian Levrin, on a encore un autre sujet. Le Brexit, pour la Suisse, ce sera comme une lettre à la poste, disait Yves Nideguer hier. On n'aura pas à en souffrir, il faudra être des bons négociateurs, mais sans plus. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Non, je pense que c'est un problème pour nous. Ça signifie que l'Union européenne est totalement absorbée par les négociations avec la Grande-Bretagne. Ça fait déjà un certain nombre de mois qu'on le constate. Je pense que c'est pas une très bonne affaire. C'est pas non plus une très bonne affaire de voir les difficultés de l'Union européenne. On aurait besoin de partenaires et de voisins stabilisés. Comment faire pour stabiliser justement ces voisins? Qu'est-ce que les négociateurs de Berne doivent entreprendre dès maintenant, enfin dès ce matin, puisque la lettre est officiellement signée? On sait que ça a été très très dur après le non allé en 92. Quelles erreurs ne doit-on pas commettre à nouveau selon vous? Bon, je pense contrairement à 92, on a résolu le principal problème auquel on était confronté, qui était l'article 121A de la Constitution, l'article sur l'immigration de masse. En accordant la priorité au bilatéral, en
force en sorte qu'il n'y ait pas de référendum des opposants de cette solution. L'UDC n'a même pas osé saisir le référendum. Les derniers sondages montrent que la population soutient cette voie-là. Donc on a trouvé une solution pragmatique, efficace, qui combine à la fois le maintien des bilatérales et un soutien aux chômeurs, en particulier aux chômeurs âgés en Suisse, qui sont probablement la catégorie qui doit nous inquiéter le plus. Pour le reste, il va être extrêmement difficile de progresser dans les semaines et dans les mois à venir, soit dans les relations entre la Suisse et la Grande-Bretagne, parce que la Grande-Bretagne n'est pas autorisée à négocier notamment un accord commercial aussi longtemps qu'elle est membre de l'Union européenne, soit dans les relations entre la Suisse et l'Union, parce que à Bruxelles, d'autres priorités sont fixées. On est passé quelque part du point 5 de l'ordre des priorités au point 25. Oui, l'image est parlante. Bon, deuxième sujet et dernier sujet, la Weltwoche. Esther Coco dénonce les liens de famille entre les responsables de Caritas. Oui, Caritas, grande ONG active dans l'asile et le développement, prétend être un bon employeur qui cultive une culture d'entreprise basée sur la confiance. Mais ce n'est qu'une apparence, dénonce la Weltwoche ce matin, qui raconte que depuis 2015, 2 filles du directeur de Caritas, Hugo Fazel, occupent des postes au sein de l'ONG. L'une est à la tête de la centrale des vêtements, un emploi à 100%. Son autre fille à l'accueil pour 40%. Alors rien d'anormal à cela. Selon le responsable de la communication de Caritas, ces personnes ont suivi la procédure normale. Mais selon la Weltwoche, le président de l'association du personnel, qui depuis a quitté son poste, avait fait part par écrit de son malaise. Personne n'osait plus s'exprimer librement aux séances où se trouvait aussi la fille du directeur. Le journal tire ce parallèle. En France, le ministre de l'Intérieur socialiste Bruno Le Roux a dû se retirer pour un cas semblable. Chez Caritas, on ne voit pas de problème, ce qui est inquiétant pour une ONG qui dépend des dons et des soutiens de la Confédération. Étonnant, Hugo Fazel, vous le connaissez évidemment, il est du même canton que vous, Christian Levrat. Est-ce qu'on peut comme ça, même si c'est parfaitement légal a priori, laisser engager des membres de sa famille, ces 2 filles dans une organisation comme ça? Enfin, que pensez-vous de cette affaire qui est en train d'éclater? Bon, vous savez, ce que je connais surtout, c'est la Weltwoche. Et en l'occurrence, la majorité des informations qui figurent dans ce journal sont fausses. Raison pour laquelle j'ai pris l'habitude de ne pas commenter les fake news. Alors partons du principe qu'elles soient vraies. Visiblement, l'affaire remonte de l'intérieur de Caritas. Pour le reste, j'en sais rien. Non, on parlait de confiance entre les politiques et les citoyens. Vous savez, pour l'instant, tout ce que vous avez, c'est un article de la Weltwoche. La grande majorité d'entre eux sont faux, exagérés, anglais de manière à ce que plus personne n'y comprenne rien ou qu'il n'y ait plus qu'un lointain rapport avec la réalité. Sur Caritas, moi je ne vais pas m'exprimer sur le fonctionnement. Est-ce qu'on peut engager des membres de sa famille? Voilà, c'est ça. Oublions la Weltwoche, oublions Monsieur Fazel. Est-ce qu'on peut faire comme ça? Au quotidien, dans les entreprises de nos régions, vous avez des membres des familles qui travaillent ensemble. Ça ne pose pas en soi de problème particulier. Pour le reste, moi j'ai le sentiment que Caritas est très bien géré. C'est surtout une œuvre d'entraide qui fait un travail exceptionnel en Suisse et à l'étranger. C'est une des fiertés de nos civilisations que d'avoir des œuvres d'entraide comme celle-ci. Maintenant, est-ce que dans le cas concret, c'est bien indiqué ou pas? Ça, il faut laisser les gens en charge de Caritas juger de cette affaire. Vous l'auriez fait, vous, quand vous étiez au syndicat de la communication, engager des gens de votre famille ou de votre entourage? Non, je ne l'aurais pas fait, mais en même temps, la question ne s'est jamais posée en ces termes. Vous savez que j'ai des enfants qui sont encore très jeunes. Et par conséquent, pour moi, c'est pas un débat qui se pose. Mais vous savez, ça fait partie des tentatives de la Weltwoche d'affaiblir les ONG, d'affaiblir les solidarités qui existent en Suisse. Et je suis pas sûr qu'il soit nécessaire de salir une organisation comme Caritas. Mais enfin, je laisse Keppel à sa conscience. Un combat politique, c'est ce que vous nous dites. Merci beaucoup, Christian Levrat.